Florian Laguens, bonjour. Bonjour, Merci beaucoup d'être avec nous. merci à vous de votre invitation. Alors, vous êtes docteur en philosophie, maître de conférences, vous enseignez à l'IPC et également vous êtes enseignant au Collège des Bernardins. Vous êtes un spécialiste des questions bioéthiques et vous êtes aussi auteur, et notamment de ce dernier livre, Science et foi, les grandes controverses, que vous avez publié cette année aux éditions Artege. Alors, être humain et le rester demain, c'est le thème de notre Université de la vie cette année. J'imagine que ça évoque beaucoup de choses. On est intéressé d'avoir votre regard de philosophe. C'est vrai que être humain, c'est peut-être plus très simple aujourd'hui. On est un peu perdu dans notre époque. On ne sait plus très bien ce qu'est être un homme, être une femme. On a tendance à humaniser les animaux, à chosifier l'être humain. On confond les intelligences humaines, artificielles. Être humain, c'est quoi l'enjeu aujourd'hui? C'est d'abord le mot être qui me semble important. Être humain, c'est être capable d'habiter humainement le monde qui est le nôtre, c'est d'être capable de se rendre présent aux autres, d'avoir une qualité d'attention, d'écoute, de dialogue, quelque chose qui ne relève pas seulement de l'efficacité ou du rendement, mais véritablement d'une qualité d'être au sens plein du terme. Et c'est cette dimension qui me semble véritablement nécessaire de souligner. Être humain, c'est se donner les moyens de, on pourrait dire, remplir la vie qui est la nôtre pour donner le meilleur de soi-même, se donner, certes, mais aussi être capable d'accueillir, de recevoir, d'être dans cette épaisseur de la vie qui parfois est difficile à saisir quand on s'enferme dans les livres ou certaines formes de pensée, quand on a du mal à incarner cette vie qui est la nôtre. Être humain, c'est autant dans les pieds que dans la tête, si je puis dire. C'est tout entier, avec notre esprit et notre corps, qu'on est invité à déployer cette humanité qui est en nous. Il y a des moments particuliers de la vie où ce être est vraiment un enjeu de premier plan? C'est vrai que dans mon histoire d'enseignant, si je puis dire, ce qui a servi peut-être de fil rouge, c'est la question de la souffrance. C'est vrai que dans les moments de souffrance, que ce soit la souffrance des proches ou notre propre souffrance, être est d'autant plus difficile. Aristote, du reste, disait dans l'Antiquité, il y a 2500 ans, que la souffrance met hors de soi l'être qui l'éprouve. Ben justement, si on est jeté à l'extérieur de nous-mêmes, être véritablement, c'est d'autant plus difficile. On n'a pas envie de voir ce qui se passe à l'intérieur de nous. Je crois que là, il y a un enjeu vraiment très très fort. De réapprendre ce qu'est la souffrance, de l'accepter, de vivre avec? Oui, accepter, peut-être un mot qui me semble assez juste, parce qu'accepter, on pourrait le comprendre d'une manière un peu passive, vous voyez, de subir. Un mot qui me semble assez juste, c'est consentir. Consentir, c'est à la fois accueillir ce qui est et en même temps vivre un élan, un dynamisme. Le consentement, c'est le mot du mariage. Consentir, c'est dire oui, je le veux. C'est recevoir l'autre, dans le cas du mariage, pour construire ensemble. Consentir, dans le cas de la souffrance, c'est accepter qu'il m'arrive des choses que je ne voudrais pas, bien sûr, on n'est pas résigné, et en même temps se dire, bon voilà, à partir de cette situation, qu'est-ce que je peux bien inventer, quel chemin je peux bien imaginer pour prendre appui sur ce que je suis et avancer encore, malgré tout. Malgré tout. Mais donc, en vous écoutant, on comprend bien que l'enjeu dans être humain, c'est le fait d'être contre l'agir, l'autre sens en fait d'être humain. Mais il y a aussi un enjeu aujourd'hui, c'est simplement de comprendre ce qu'est un être humain, Oui. la nature humaine, la condition humaine, la souffrance, vous en avez parlé. Quels sont les enjeux aujourd'hui de vraiment rester humain en fait? Mais vous voyez, je pense que les deux dimensions, être et humain, sont intrinsèquement liées. Parce que pour apprendre à recevoir ce que nous sommes, vous voyez, accepter que nous avons une nature, que cette nature n'est pas une prison, parce que parfois on conçoit la nature comme quelque chose qui nous enferme et on invente ce mot un peu étrange d'essentialisation qu'on entend beaucoup aujourd'hui. Mais par essentialisation, on désigne le fait d'assigner des identités qui emprisonnent. Or, la nature, dans l'Antiquité par exemple, c'est ce qu'un être est et ce qu'il peut devenir. Il y a une conception véritablement dynamique et positive de la nature. Mais pour recevoir cette nature, encore faut-il y être à l'écoute. Vous savez, c'est Nietzsche qui dit les êtres humains ne savent pas qui ils sont,
Ils se cherchent, mais ils ne se trouvent pas. Encore faudrait-il qu'ils se donnent la peine d'aller à la rencontre d'eux-mêmes, on pourrait dire. Et donc, accepter d'être, c'est dire oui à ce monde qui est le nôtre, à cette condition qui est la mienne, mais pas un oui résigné, justement, un oui qui veut aller de l'avant. Donc je crois que les deux dimensions sont intrinsèquement liées. Parce que parfois, quand on cherche à nier la nature humaine, nier une forme de condition fondamentale qui est la nôtre, ce que l'on voit, c'est comme un dire non, comme un refus, comme une crispation, vous voyez. Et je ne pense pas que la crispation puisse être source d'une véritable vie. Je ne pense pas qu'il y ait de chemin de vie en dehors de la vérité. Et donc, accueillir la vérité de ce que je suis, c'est le point de départ pour, de manière apaisée, accepter aussi mon humanité et celle des autres, qui peut avoir quelque chose de bouleversant. Mais enfin, c'est ça qui nous est donné et il faut bien faire avec. En vous entendant citer Nietzsche, j'ai pensé à cet adage vraiment répandu, ce qui ne tue pas rend plus fort, qui est vraiment, je trouve, répandu dans nos cultures. On sent que beaucoup de gens se construisent avec cette idée-là. On va avoir une prochaine séquence qui va travailler sur la vulnérabilité, une condition de la vie aussi. Ça vous évoque quoi, ce qui ne tue pas rend plus fort? Est-ce que vraiment on peut se construire avec cette idée-là? À mon sens, cet adage, il a quelque chose d'un peu désincarné. C'est quelque chose d'une sorte de un peu vœu pieux que la souffrance pourrait de soi nous donner un surcroît de force. Ben non, c'est pas aussi simple en fait. Et traverser la souffrance, c'est un chemin qui est tortueux et quand on le fait seul, qui est un chemin risqué d'une certaine manière, on a besoin aussi de soutien, on a besoin d'être entouré, on a besoin de recevoir aussi de l'aide et peut-être juste de l'écoute ou de la présence. Mais ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Je crois que pour moi, ça fait écho à l'idée que l'on trouve chez Sartre, qui à certains égards est un disciple de Nietzsche. Chez Sartre, ce philosophe du milieu du XXe siècle, qui dit que l'être humain, il est invité à se construire à partir de rien. Et je pense qu'il y a là quelque chose d'assez mortifère dans le fond. On ne peut pas se construire à partir de rien. Et ce qui ne nous tue pas, peut parfois être une occasion de croissance, mais parfois, dans certaines situations, nous laisse dans l'impasse d'une certaine manière. Alors, il y a quelque chose d'un peu naïf, à mon avis, à tenir cette phrase. On ne se construit pas à partir de rien. Ça veut dire qu'il y a aussi un enjeu à se rappeler de ce qui nous est donné, à commencer par notre vie, et un enjeu aussi de transmission aujourd'hui de cette pensée-là? Bien sûr, parce que je pense que vous le dites très, très justement, et on pourrait prendre l'image d'un arbre. Un arbre, pour pousser, il a besoin de ses racines, il prend appui dans le sol, mais en même temps, il s'élève. Et prendre appui, ça n'est pas la même chose que se recroqueviller. Vous voyez, prendre appui sur ce que je suis, c'est pas m'enfermer en moi-même pour me regarder le nombril. C'est, on pourrait dire, recevoir mon histoire, mes qualités, mes défauts, mes désirs, et se dire, de tout ça, qu'est-ce que je fais? Moi, je pense parfois que l'on peut comparer notre vie à une forme de jeu d'improvisation. Vous savez, ces soirées où des équipes s'affrontent et chacune reçoit une situation. La seule chose qu'on ne peut pas faire, c'est refuser la petite situation qui nous est donnée. Non, on est comme contraint, ici c'est la règle du jeu, comme contraint d'imaginer quelque chose tous ensemble. Je pense que ça pourrait nous inspirer pour avancer dans la vie. Cette situation, elle nous est donnée. Alors évidemment, parfois, on aimerait qu'elle n'existe pas. Ça va de soi, on souhaite la souffrance à personne. Mais enfin, elle est là. Alors là, on a le choix. Soit on se referme, soit on essaie de prendre des moyens pour avancer. Tout ça pour dire que prendre appui, c'est pas la même chose que se fermer. C'est comme la marche, vous voyez. La marche, c'est une alternance de points d'appui, ou l'escalade, on pourrait imaginer aussi. Prendre appui, ça peut être quelque chose d'extrêmement dynamique. Peut-être l'image de l'escalade serait une bonne image. L'ascension, c'est aussi une forme d'image de ce que l'on est invité à vivre au travers de la souffrance. La douleur, ça se surmonte, vous voyez, comme cette image de la montagne. Et peut-être en haut, on verra un point de vue finalement encore plus beau que ce que l'on avait imaginé. Alors, vous êtes un spécialiste des questions de bioéthique. Nos participants à l'Université de la vie sont assez sensibles à ces sujets-là. Ces sujets qui vont du début de la vie jusqu'à la fin de la vie, qui finalement couvrent toute la vie. Est-ce qu'il y a un fil directeur, selon vous, sur ces sujets aujourd'hui? Moi, le mot qui me vient, c'est le mot impuissance. Parce qu'il me semble que notre société a beaucoup de difficultés à accepter ses propres limites,
à accepter parfois que face à des situations, nous soyons impuissants, qu'il y ait quelque chose qui échappe à notre pouvoir. Vous savez, dès le XVIIe siècle, les philosophes ont émis cette idée d'une maîtrise de la nature et que peut-être la technique allait nous donner progressivement des moyens de plus en plus forts pour maîtriser le monde qui nous entoure, et y compris nous-mêmes. Parce qu'au XIXe siècle, l'idéal, ça a été celui, cette fois, de la transformation, non plus du monde qui nous entoure, mais de moi, de mon corps, de mon esprit, de ma nature en général. On se rend compte que quelques tentatives que l'on fasse pour maîtriser la vie, que ce soit la vie commençante ou la vie dans son achèvement, il y a toujours quelque chose de radicalement insaisissable. On peut penser aux soins palliatifs, où l'enjeu, c'est justement retrouver une qualité d'être quand l'agir devient limité. On peut penser au tout début de la vie, que ce soit au moment de la conception ou au moment de la naissance. On se rend compte que dans notre manière d'accueillir la vie naissante, donc l'accouchement, cette dimension de l'impuissance peut être très forte. Parce que parfois, ce qui est nécessaire, c'est d'accepter de ne pas agir et de laisser la femme accoucher et l'enfant naître et d'éviter de tomber dans une forme de surmédicalisation de principe. Donc l'impuissance, c'est quelque chose, et je m'en étonne très souvent, que nous avons beaucoup de mal à accepter justement. Comment recevoir que nous ne sommes pas justement tout-puissants et il y a des choses qui précisément toujours nous échappent. Si je peux dire un deuxième mot, c'est le mot imprévu. Je pense que, aussi bien dans le début de la vie que dans sa fin, il y a toujours quelque chose d'imprévu. On ne sait pas combien de temps un patient va rester en soins palliatifs, on ne sait pas combien de temps va durer un accouchement. Aux deux extrémités de notre existence, il y a aussi cet autre mot, celui de l'imprévu. Je pense que beaucoup de choses pourraient peut-être évoluer si on réfléchissait à notre manière d'accueillir l'imprévu et nos limites. Vous parlez beaucoup de la naissance, vous connaissez bien ce sujet-là aussi. Aujourd'hui, on constate, une natalité en berne, des jeunes qui aujourd'hui, expriment qu'ils ne veulent plus faire d'enfants, ne plus avoir d'enfants. Qu'est-ce que vous diriez à des jeunes aujourd'hui? Vous êtes, papa, plusieurs fois. Quel est votre message, aussi, à vos étudiants peut-être sur ces sujets-là, si les questions vous viennent? Oui. Bah, le sujet de la naissance, c'est un sujet où se côtoient en fait un très grand nombre de problématiques qui, à mon avis, sont comme un condensé de tout ce qui touche à la vie humaine de manière générale. Et c'est fascinant de voir à quel point ce moment de la naissance cristallise notre rapport à la vie. Et c'est vrai que parfois la naissance, ça fait peur. Peur du monde dans lequel on va être, etc. Et on a du mal à trouver une forme d'espérance. Moi, je peux citer un ouvrage tout récent et prodigieusement intéressant d'une collègue philosophe, Marianne Durano. Elle a publié récemment un ouvrage qui s'appelle Naître ou le néant, où justement elle essaie de travailler cette question de la pertinence de donner la vie aujourd'hui. Et de manière très fine, elle remarque que donner la vie, ça n'est pas tant la choisir que la recevoir ou l'accueillir. Aujourd'hui, on veut beaucoup s'interroger sur choisir. Choisir le nombre d'enfants, choisir si on en a, choisir si on n'en a pas. Mais ce qui est fascinant, la vie veut se perpétuer d'une certaine manière. Ça se voit dans le monde végétal, dans le monde animal, ça se voit chez nous, qui aspirons à nous à transmettre d'une certaine manière, que ce soit transmettre par nos descendants, que ce soit transmettre par la parole, transmettre d'une manière ou d'une autre. Avoir une fécondité, on pourrait dire. La vie se parachève dans le don qu'elle fait d'elle-même, on pourrait dire. Et en ce sens-là, la naissance, ça peut être le lieu de la confiance. Confiance que la vie trouve des ressources, que nos descendants aussi pourront inventer de nouvelles manières d'être humain, de le rester, de nouvelles manières de transformer positivement notre monde. Parce que vous savez, parfois, la petite phrase qui nous arrête, c'est ce petit « on ne sait jamais » qu'on a dans un coin de la tête. Et à vrai dire, ce « on ne sait jamais », on l'imagine souvent de manière négative, un peu comme un risque. Mais peut-être qu'on ne sait jamais et qu'il y a plein de choses très positives qui vont se produire. C'est pour ça que parler par exemple de risque de grossesse, et le risque de tomber enceinte, etc. Parfois, c'est aussi la chance de tomber enceinte. Ou juste l'inattendu de tomber enceinte. On n'avait ni prévu oui, ni prévu non, mais enfin, ça arrive. Et cette vie, elle nous demande justement d'être sans cesse rechoisie. La nôtre et celle de nos proches. Donc c'est beaucoup une question de regard au fond, sur la vie, sur, l'avenir et vous avez cité le mot espérance, intéressant. C'est quoi, pour vous, vos sources d'espérance contemporaine, si on peut dire, sur l'époque dans laquelle on est aujourd'hui qui est quand même dans une grande désespérance?
c'est difficile de s'interroger sur l'espérance aujourd'hui, parce qu'on se demande effectivement quelle lumière il reste dans notre temps. Ben, pour moi, les sources d'espérance, elles naissent de rencontres. Quand je parle à un groupe, je ne trouve pas forcément de source d'espérance. Mais quand je rencontre quelqu'un, je me dis, waouh, qu'il se passe des choses tellement extraordinaires. Vous savez, de tout temps, les philosophes ont pensé que le moteur de la réflexion, c'était l'émerveillement ou l'étonnement. Eh bien, cet émerveillement ou cet étonnement, c'est voir qu'il y a dans les choses ou dans les gens plus que ce que l'on croyait. Et quand on ose une vraie rencontre, je trouve que bien souvent, on est positivement surpris. Et ça, c'est un motif d'espérance. Quand on échange en profondeur avec ceux que l'on rencontre, quand on échange en profondeur, là, il y a quelque chose d'une forme de... Un peu comme quand on frotte de silex, il y a une étincelle qui naît, quoi. Et là, mon espérance, elle est là. C'est qu'en fait, les êtres humains ont, pour ceux que je rencontre, ce désir de la lumière, ce désir de prendre soin de l'humanité, ce désir de faire mieux. Et ça c'est vraiment mon motif d'espérance. Mais ça suppose d'aller à la rencontre, d'écouter ce que les gens ont à dire, d'écouter leurs questions, leurs chemins. Cette rencontre, je pense qu'elle donne de l'énergie. Donc rester humain, pour vous, si je vous entends, c'est beaucoup rester dans la rencontre, en fait, d'un humain avec un autre humain en permanence. Je pense que l'humanité, de manière générale, n'est pas une succession de points individuels et éclatés, vous voyez, un peu comme une peinture pointilliste. Non, non, l'humanité, c'est à la fois de vrais individus à part entière et des individus en relation les uns avec les autres. Et je pense qu'on a énormément besoin de vraies relations. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci infiniment, Florian Laguens, d'être venu nous partager ces paroles de vie, Merci on à peut le vous. dire comme ça. Merci beaucoup. Merci de votre invitation.